Bon, bonjour à tout le monde. Je vois qu'aujourd'hui, il y a un bon quorum. Conférence de presse comme tous les années, non, ça devient déjà petite tradition. Mi-saison, et comme je dis toujours, sans limite de temps, sans limite de questions. Toujours ici pour répondre à toutes les questions que vous avez. Et on peut faire même, dans ce cas, discussion très ouverte sur tous les sujets que vous souhaitez pour analyser un peu l'actualité du club. Alors, Karim Attab, je vous demanderai à chaque fois de vous présenter le média avant chaque question. Merci beaucoup. Et surtout, pardon pour le retard à tout le monde, c'est ma faute. Bonjour Président, Karim Attab pour Maritima. On ne se connaît pas trop, donc je me présente. Bonjour. Non, je voulais, en introduction, bien entendu, tout le monde aimerait vous entendre sur le bilan sportif en premier lieu, de ce que l'on a pu vivre avec l'Olympique de Marseille en Ligue 1, en Ligue des Champions. Comment vous avez vécu, vous, cette première partie de saison et sur quoi vous avancez pour la suite? Non, parfait. Si je dois analyser les bilans sportifs qu'on fait du football, et ça c'est la chose la plus importante, si je dois analyser, je crois que ces périodes de l'année, après les matchs en championnat contre Monaco, ça nous reste encore un match officiel à jouer dans une compétition importante pour nous, que c'est la Coupe, ce prochain dimanche. Je crois qu'avec la hauteur que ça te donne une fois que tu analyses le déroulé de la saison, je peux la diviser en 3 parts, complètement, selon ma opinion, qui sont aussi normales. En période de compétition jusqu'à le 1er septembre, dans lequel, en plan mercato, il y a de différentes choses qui se passent, spécialement avec une recherche du équilibre pendant les mois d'août. Ce que j'ai dit publiquement aussi en privé, il y a une saison qui commence le 1er septembre, une fois que le mercato était terminé, avec un mercato naturellement dans lequel tout le monde on l'analyse, dans lequel ce n'est pas la situation optimale comme club, dans lequel je me prends les responsabilités avec un arrivée tardive de différents joueurs pour de différentes circonstances. Je crois qu'on a commencé la saison après septembre avec un optimisme important que nous donne les matchs au Bernabéu, que ça te permet d'avoir aussi un premier match septembre contre Lorient, qui enchaîne avec Bernabéu, dans lequel je crois qu'on a commencé avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de positivité, que c'est un peu les deux mots dans lesquels on veut lancer la saison et aussi les messages qu'on veut donner comme club. Je crois qu'après, on est arrivé à la trêve internationale d'octobre dans une situation très positive et avec une très dynamique. Et après, je crois qu'on rentre dans une normalité, qu'on peut analyser en profondité si vous souhaitez. Une normalité que ça te la donne l'enchaînement des matchs et le calendrier actuel. Bon, c'est quelque chose que tu ne peux pas changer et que c'est normal, et spécialement, et c'est quelque chose qu'on avait analysé déjà, même dans les mois de mai, une fois que la saison était terminée après les matchs contre Rennes, ici au Vélodrome. On avait analysé comment gérer les énergies mentales, physiques, avec l'enchaînement des matchs et la présence en Ligue des Champions, dans lequel cette présence en Ligue des Champions, c'est l'objectif qu'on s'avait fixé l'année dernière. Mais en plus, on connaît très bien comment la Ligue des Champions, ici particulièrement à l'Olympique de Marseille, pour ta histoire, pour ton légame avec cette compétition, aussi la volonté de bien faire. Mais si on voit une évolution sur les différentes participations en Ligue des Champions, on peut dire les différentes dernières saisons qu'on a fait, on est passé de 0 points, 3 points en gagnant ici au Vélodrome contre Olympiakos, on se rappelle de ces matchs, avec une 3e participation dans les dernières années, qu'on passe à 6 points, des victoires contre Sporting de Lisbonne, à maintenant faire 9 points avec un nouvel format
même nombre de matchs. Donc ça se voit en évolution. Et c'est difficile toujours, et je l'ai dit, non, une adaptation la première saison, un nouveau format, c'est plus compliqué, on l'a vu dans des différents clubs. Et spécialement, je crois que ça fait partie d'une évolution et que maintenant, on est, pour la situation actuelle, non, et pour moi, c'est normal. On souffre encore mentalement et physiquement les énergies dépensées pour jouer les doubles compétitions. Donc, on peut dire après cette trêve d'octobre jusqu'à maintenant, pour moi, c'était quelque chose de prévisible, un peu l'enchaînement des résultats, mais si on l'analyse aujourd'hui, on est à 32 points. Après le 1er septembre, on voyage avec une moyenne de points que c'est quand même substantiel, plus de 2,2 par match, si je crois que c'est un chiffre qui quand même c'est important, 1,5 en Ligue des Champions, chose que ça te met avec beaucoup de possibilités de pouvoir passer au barrage. C'est quelque chose d'important aussi de se rappeler, non? Et je crois, je suis content. Je crois qu'on est dans la normalité de ce qu'on souhaitait en faisant de bons résultats. Toujours si on doit analyser, non? Parce que finalement, il y a toujours des matchs que tu perds. On peut aller match après match. Pour ça, c'est plutôt le coach qui doit le faire, et spécialement les secteurs sportifs du club, mais dans lesquels je tiens à rappeler toujours beaucoup de circonstances. Non? Toujours, tu as été un match. Tu n'as pas perdu un match avec plus d'un but d'écart. Donc, c'est quelque chose de significatif. Ça veut rien dire et beaucoup dire en même temps. Si j'analyse globalement la situation, je crois que c'est une situation pour être content, pour être fier de comment se sont passées ces premières parties de la saison. Je suis content. Satisfait, c'est un gros mot. Je suis par nature quelqu'un qui n'est jamais satisfait parce que toujours on doit chercher d'avoir quelque chose en plus. Mais c'est notre ambition et de comment on affronte ces deuxièmes parties de compétition avec un mois de janvier très important. Si on les prend avec la particularité du mois de janvier, et naturellement bien finir le mois de décembre avec un bon match en coupe contre Bourg-en-Bresse dimanche, dans lequel, bon, hier on regardait tout le monde à la maison, non, la coupe espagnole, et tu vois la difficulté toujours qu'ils sont, même les grandes équipes, de porter les résultats dans cette compétition. Non. Bonjour, Président Romain Canuti, le Phocéen. Je parlais mercato. Je vous ai écouté au micro du diffuseur. J'ai bien compris le message avec la possibilité, pourquoi pas, de rééquilibrer le budget, la masse salariale en fonction des opportunités pour ce mois de janvier. Moi, j'ai une question sur parfois les recrues. On sait qu'il y a eu 12 recrues. C'est beaucoup de joueurs et donc ça augmente aussi mécaniquement la marge d'erreur. L'an dernier, il y a des joueurs comme Eli Wahi, comme Lilian Brassier. Ils sont arrivés l'été à Marseille. Bon, au mois de janvier, on a vu que ça ne faisait pas l'affaire. Ils sont partis. Est-ce que ce cas peut se reproduire cette saison, si vous pensez, et le coach aussi, qu'il faut par exemple remodeler l'équipe au milieu de terrain? Sincèrement, avant tout, bonjour. Sincèrement, je ne crois pas, spécialement parce que l'objectif qu'on a maintenant en janvier, c'est un double objectif, non? Un objectif, c'est de comment récupérer les différents joueurs qu'on n'a pas et à disposition pendant la première partie de la saison. Si on analyse bien la situation, finalement, Junior Traoré, on l'a vu seulement que contre Lyon, il était convoqué contre Lorient, et dans lequel après, on n'a pas pu profiter de ses qualités. Même hier, il s'est entraîné avec les groupes et les premiers commentaires, c'est que l'entraînement, il a fait Junior, non? Donc, c'est un joueur avec lequel qu'on a beaucoup de confiance en lui, non? Et aussi la récupération d'Amin et de Facundo Medina. Je ne m'attends pas à ce type de situation qu'on a fait dans le passé, spécialement parce qu'on doit donner continuité à cette groupe, non? Spécialement parce qu'un des objectifs qu'on avait pendant le mercato d'été, c'était de comment améliorer l'effectif en permettant d'avoir une rotation beaucoup plus grande, non?
Je crois que c'est aussi un des éléments qu'il a fait que le mois de septembre jusqu'à la trêve d'octobre, il y a une évolution très positive. Non? Dans ce moment, on n'avait pas beaucoup de joueurs blessés. C'est dans ce moment dans lequel il y avait en rotation de l'effectif et tu vois la profondité qu'on a cherché de créer dans l'effectif et je crois que ça c'est quelque chose de très positif, spécialement par la compétitivité entre les différents joueurs. Après Mercato d'hiver, c'est une situation dans laquelle je vais être très clair, très transparent. Non? Quand tu commences la saison, tu as toujours un objectif économique pendant la saison. Non? Le mercato d'été, ça fait qu'on voyage plus haut de ce qu'on avait prévu pour des différentes circonstances, spécialement des joueurs qui devaient sortir, qui finalement ne sont pas sortis, mais bon, ça c'est la vie. Dans le club de football, ça rentre dans la normalité, donc pour nous, le mercato de janvier, ça doit être une situation dans laquelle tenir le niveau de compétitivité de l'équipe qui s'est incrémenté vis-à-vis de la saison dernière, et chercher d'alléger un peu les coûts économiques du club, que la vérité aujourd'hui, c'est qu'on voyage plus haut de ce qu'on avait prévu. Oui, bonjour, Stanislas Touchot de l'AFP. J'anticipe un peu avec une question sur le trophée des champions. Deux questions en une. Je voulais d'abord savoir quelle valeur vous accordez à cette compétition, à la fois au sein de la direction, du staff, enfin, à tous les échelons du club, disons. Et la deuxième question, c'était de savoir l'explication du choix du Koweït. Vous avez été évidemment associé à la Ligue à cette décision. Pourquoi est-ce qu'on arrive au Koweït et qu'est-ce que ça représente économiquement pour les deux clubs, l'OM et le PSG, mais bon, en l'occurrence plutôt l'OM, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Merci. Naturellement que jouer une finale, c'est une situation importante au club. Tout le monde, je crois qu'on fait du football et on est venu ici, dans des différentes circonstances, pour chercher de porter ce club au maximum de son potentiel. Et naturellement que tout le monde fait du football à un certain niveau pour chercher de gagner des trophées. Donc, c'est ambition, c'est aussi, si on peut le dire, non, une situation dans laquelle jouer en finale et jouer pour un titre, c'est toujours important. Donc, pour nous, jouer une finale et une situation dans laquelle pouvoir ramener un trophée au club depuis 2012, c'est une situation quand même que ça nous tient beaucoup à cœur dans ces compétitivités, en sachant que naturellement jouer contre Paris Saint-Germain, c'est une situation dans laquelle on a vu tout le monde les résultats d'hier, même dans un autre finale. Non? Pourquoi Koweït? Koweït, comme c'est en français. C'est surtout une élection que ça vient de la Ligue, non? Dans le moment qu'il y a un processus dans lequel l'offre présentée, l'unique offre présentée sérieusement, c'était l'option de Koweït. Dans lequel mon commentaire, c'est toujours, on étudie les modèles économiques de la compétition. Non? Il y a des différents raisonnements dans le football. Non? Et je cherche un peu de l'analyser en titre dans sa façon générale. Si on se dit un trophée des champions, c'est bien pour tout le monde et pour tous les différents supporters de pouvoir jouer en France, d'être à côté de notre public. Bon, je le défends toujours, non? Il n'y a pas jamais cette option. Chose que je peux comprendre dans le monde du football actuel, dans le moment que tu vois les différents développements. S'il y a un intérêt commercial de jouer au Koweït, à niveau de ligue, c'est toujours une situation importante, non? Pour le développement de ton produit, aussi pour l'Olympique de Marseille, du développement à l'international dans des autres territoires. Modèle économique, encore, on n'a pas les chiffres officiels, mais surtout, je crois que toutes les différentes communications, ça nous porte vers un budget généralisé de 3 millions quelque chose d'euros, si je ne me trompe pas, dans lequel il y a une distribution pour les coûts opérationnels d'organiser la compétition, plus une répartition égale entre les deux clubs participants. Ce n'est pas un modèle économique, naturellement, qu'on peut comparer à l'organisation actuelle de la Supercoupe, qui commence aujourd'hui en Italie, et celle de l'Espagne, qui sont un modèle économique beaucoup plus fort. Et nous, comme Ligue, on est obligés aussi à penser
comment on peut faire pour améliorer la valeur commerciale, que c'est une compétition quand même intéressante, je crois, aussi vis-à-vis des spectateurs. Non? Bonjour Pablo, Mathieu Grégoire pour le groupe L'Équipe. Je voulais revenir sur le mercato, même en étant prudent, malin sur les moyens. Est-ce que vous avez identifié quand même quelques postes où vous pensez que vous pouvez améliorer l'équipe sur ce mercato d'hiver, qui est un mercato de correction? Et la deuxième, c'est la presse italienne évoque beaucoup le cas Højbjerg, notamment du côté de la Juve. Est-ce que c'est un sujet pour vous ou pas du tout? Bonjour. Sur la première question, je cherche d'être clair, non, à fixer à la direction sportive, aussi communiquer au coach un objectif économique qu'on a. Donc, s'il y a des différentes circonstances dans lesquelles on améliore l'objectif économique, que ça va être la première prémisse dans ce cas, dans le mercato d'hiver, naturellement que tout ça, que ça dépasse, il y aura en marche toujours pour chercher l'amélioration de l'équipe. Non? Et on est obligé aussi à chercher tout le temps de comment chercher d'améliorer l'équipe. Si je dois être sincère et j'analyse un peu l'effectif, on voit que les postes dans lesquels on a une rotation mineure, ça peut être d'avoir un joueur similaire en caractéristique à Mason, non? Dans lequel on voit que Mason il va avec un minutage très haut. Son évolution au sein de l'équipe, il a fait que il peut jouer à de différentes positions. On l'a vu pendant cette saison aussi avec des différentes modalités. Donc, dans un point de vue holistique, et en disant très clairement que l'objectif, quand même, est de chercher d'alléger un peu les coûts de l'équipe dans ce moment. S'il y a après des possibilités, en fois de faire cet exercice de responsabilité comme manager, je crois que dans ce cas, c'est nécessaire d'avoir ces joueurs offensifs en plus. Que le problème, ça vient en réflexe naturel, plus facilement dans les moments que tu n'as pas pu avoir Amin Gouiri pendant les derniers mois de compétition, et dans lesquels je crois que l'équipe a un peu souffert de ce manque de rotation offensive aussi pour la manque de Junior Traoré. Je crois qu'un joueur offensif en plus dans cette rotation, ça serait quelque chose que dans la logique sportive, ça ferait du sens. Spécialement parce que sinon, tu dois utiliser des joueurs à des positions un peu différentes à celles qui sont habituées, non? Comme Weah, qui a joué de différents matchs dans cette position. Bilal Nadir, que ce n'est pas un joueur purement pour jouer dans les côtés. Dans un point de vue, si ça parle Pablo sportif, non. Et ancien directeur sportif, je crois que ça, on peut améliorer. On discute ouvertement avec les coachs, mais toujours c'est responsable dans ces moments de chercher de comment trouver cet équilibre économique qu'on s'est fixé au début de la saison. Pardon. Non, dans ce cas, je peux dire très clairement, non, il n'y a pas eu aucune conversation entre clubs. On lit dans la presse, mais notre position est ferme. On ne veut pas, dans ce mercato d'hiver, se priver d'aucun de nos joueurs importants dans l'effectif dans ce moment. Donc, il n'y a aucune possibilité que Pierre, dans ce cas, même si ça arrivait la possibilité, qu'aujourd'hui, ce n'est pas sur la table, pour être clair, ça pourrait sortir, mais je ferme complètement la porte. Pablo, bonjour, Fabrice Lamperti de la Provence. Lors de ta dernière intervention ici même en fin de saison dernière, tu avais utilisé des mots forts qui avaient marqué beaucoup de gens. Tu avais dit que tu voulais éradiquer la maladie. Avec un peu de recul, est-ce que tu regrettes d'avoir utilisé des mots aussi forts? Et puis, où est-ce que tu en es dans cette mission? Bonjour Fabrice. Non, dans la vie, je le dis toujours, non, dans la vie, regretter, c'est toujours un mot très fort. Je pense et je crois que dans ce moment, c'était une saison éprouvante, non? Dans laquelle ça finit avec beaucoup d'émotions, justement, parce que ce n'était pas une saison facile et dans laquelle
on avait cette ambition aussi de chercher de tirer le maximum et de chercher d'arriver à un objectif qu'on avait fixé. Et je répète, quand il finit 8e, passer à être 2e une saison après, c'est une situation que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile et dans laquelle on a mis beaucoup d'énergie. Mais en même temps, il est nécessaire qu'un club de football, tout le monde il travaille dans la même direction. Ça, c'est fondamental. Je veux que tout le monde il travaille dans la même direction. Quand ça, ce n'est pas le cas, et que dans des différents cas individuels, quelqu'un peut avoir des incentives individuels qui sont différents à ceux du club. Tout le monde on doit se mettre à disposition de quel est le bien général du club et quelle est la direction qu'on veut prendre comme club. Parce que si tout le monde il va dans la même direction, c'est plus facile d'avoir des résultats. On connaît ici les sauts, les bas, l'histoire, comment on cherche ici de faire des différentes choses. On doit chercher de faire évoluer les clubs. On doit chercher tout le monde d'avoir un objectif de comment on travaille tout le monde pour améliorer les choses. Je crois qu'un des objectifs, à part du talent individuel qu'ils sont chacun de mes collaborateurs, c'est de travailler en groupe et que tout le monde vers une même direction. Dans ce cas, aujourd'hui, tout n'est pas fait, non? C'est pas que tu sors ici, Pablo Longoria, président de l'OM en conférence de presse, et tu dis des mots et la situation, ça se résout. C'est un travail que tu fais tous les jours dans le quotidien. Dans ce cas, vis-à-vis c'était en mai, notre conférence de presse, je suis beaucoup plus content de la situation du club aujourd'hui. Je crois que le club, depuis un moment, il est rentré dans un processus de transformation vers une bonne direction. Non, on parle beaucoup, des fois, pas de résoudre les problèmes d'hier, sinon de comment faire demain pour construire quelque chose. Et dans ce cas, je crois que l'évolution est très positive. Et sincèrement, je le parle complètement avec la lucidité du moment, mais je crois qu'on a mis beaucoup d'éléments et beaucoup de situations dans le quotidien que ça permet que le club il évolue, il va dans une bonne situation dans le travail quotidien des gens. C'est aussi vrai que c'est le travail quotidien de tout le monde et l'attitude de tout le monde dans le quotidien qui te porte à avoir des objectifs. Bonjour Président, Michel Yaga, France 3 Marseille. Vous avez parlé il y a quelques minutes d'un manque de rotation possible, notamment dans le domaine offensif. Mais au-delà des blessures de Gouiri et Medina, il y a eu énormément de blessures musculaires et des retards de retour de blessures, c'est-à-dire des blessures très longues. Est-ce que vous êtes contrarié du service médical, des kinés, de ce qui s'est passé? Est-ce que vous y réfléchissez? Est-ce que c'est un domaine sur lequel cette première partie de saison, ça vous a chagriné et vous y réfléchissez pour l'améliorer? Naturellement que dans les moments que tu as 9 joueurs blessés, que je crois qu'on arrive à la chiffre d'avoir 9 joueurs blessés au même moment, je crois que personne n'est content. Ni les supporters, ni les gens à l'intérieur du club, même les propres départements médicaux, non? Et je crois que toujours c'est une question de savoir analyser de comment tu arrives à cette situation et peut-être d'améliorer des différents processus. Pour moi, ce n'est pas un problème des gens. C'est un problème qu'on avait sur des différentes situations dans les différents processus qu'on avait faits. Et c'est vrai que dans ce moment, ça te met de l'alerte et tu es obligé, comme dirigeant, numéro 1, de protéger la santé des joueurs. Que ça, c'est l'objectif toujours primaire quand on parle d'un département médical et de la situation des blessures. Deux, c'est de comment améliorer la situation dans la rotation et de pouvoir avoir des joueurs à disposition. Je crois que sur ça, on est beaucoup amélioré avec ce signal d'alerte. Naturellement, que dans un moment que tu as un nombre de blessés important, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je crois qu'on a amélioré ça, on l'a analysé, on a mis des solutions. Dans ce moment, ça fonctionne mieux. C'est aussi vrai que si on analyse
la méthodologie d'entraînement, et ça, ce n'est pas une critique, non? Mais je vais expliquer comment on arrive peut-être à ce type de situation. Dans le moment que les gens ils commencent à travailler ensemble, on a changé par exemple cet été une partie du département médical, il faut avoir du temps pour connaître la méthodologie de travail de Roberto De Zerbi et une méthodologie que ça a besoin d'une adaptation médicale à cette méthodologie d'entraînement, que c'est très important. Sincèrement, je cherche d'être très clair avec tout le monde. Je crois que cette adaptation, il est arrivé avec un peu le passé du temps. C'est une erreur que tu fais comme club dans les différents processus, mais que maintenant il est en ordre et que ça s'est remis dans les bons schémas, sincèrement. Bonjour Président, au fond. Loïc Lachaud pour le Phocéen. J'ai une question sur Bilal Nadir qui est en fin de contrat en juin 2026. Vous avez expliqué ici même que vous n'aimez pas avoir des joueurs en fin de contrat. Justement, je voulais vous poser la question, est-ce que vous avez des négociations qui ont été entamées avec le joueur? C'est un joueur qui a progressé depuis qu'il est à Marseille. Et contrairement à Paul Lirola qui est en marge du groupe, c'est un joueur sur lequel Roberto De Zerbi compte. Donc voilà, je voulais vous savoir où en était. Est-ce que vous avez commencé des négociations pour une prolongation de contrat? Je reviens par la femme. Bon, Paul Lirola, il est bien intégré dans la dynamique collective du groupe. Après, ce sont des choix techniques, non? Spécialement parce que Paul, je crois que les derniers matchs qu'il a fait, c'était Auxerre, non? Donc, il est parti prenant du groupe. Sur Bilal Nadir, oui, c'est normal qu'un club, je le dis toujours, non, je ne suis pas la personne la plus contente au monde en ayant des joueurs en fin de contrat. Sur ces cas particuliers, il faut se retrouver avec des différentes circonstances, non, dans le cas de Bilal. Et je le dis toujours, une chose, c'est la globalité, mais je crois qu'on est tous responsables d'analyser cas par cas quelles sont les situations. Bilal Nadir, que c'est naturellement un joueur de football d'un très bon niveau, il a passé par des différents moments dans son parcours à Marseille, non? Dans les débuts compliqués, dans chaque fois qu'il a cherché de s'intégrer dans l'effectif professionnel. On se rappelle, non, avec Igor Tudor et la blessure contre Norwich, c'était au Parc-Seman, non? Au stade Parc-Seman. Après, quand il est revenu avec Gattuso, avec la continuité des matchs, la blessure contre Rennes en Coupe de Croisé. C'est pour ça que c'est un cas particulier toujours dans la relation personnelle. Il a passé beaucoup de temps ici au club. On est en conversation pour prolonger les contrats. Mais comme je dis toujours, non, tu dois toujours t'adapter à chaque cas individuel. Et dans le cas de Bilal Nadir, aussi, malheureusement, avec ce qui s'est passé, les matchs contre Angers, etc., c'est une situation individuelle sensible dans laquelle on est sensible aussi. Sincèrement, on est content de ses performances, on est content du niveau des joueurs. Il y a des conversations qu'on espère que ça va arriver à bon terme. Sincèrement, c'est le souhait du club. Pablo, bonjour, Bruno Blanza de Radio France et donc ici Provence. Sur le même thème, mais avec l'entraîneur Roberto De Zerbi. Manifestement, vous en êtes très, très satisfait, l'ensemble du secteur sportif. Y a-t-il des négociations pour une prolongation de contrat, des discussions? Est-ce que vous souhaitez le prolonger d'ores et déjà ou pas? Ou est-ce que ça ne discute pas pour le moment, s'il vous plaît? Avec Roberto, c'est une situation pour moi très claire, non? D'un côté, moi comme président, et je crois que tout le monde au club, ce qu'on souhaite, c'est qu'il continue beaucoup d'années ici à l'Olympique de Marseille. Et je le dis très clairement, j'espère qu'il peut être l'entraîneur de l'Olympique de Marseille pendant beaucoup d'années. J'espère tout le temps que je puisse continuer ici à travailler au club, qu'il sera mon entraîneur. Je suis content, sincèrement, je suis plus que content. Surtout parce que je crois qu'il est l'entraîneur idéal pour l'Olympique de Marseille. Et avec le passé du temps, quand il connaît pas seulement l'entraîneur que tu le vois travailler, quand il connaît la personne, chaque jour je suis plus
content de pouvoir travailler avec lui. Avec ce type de personnes qui sont d'un niveau extraordinaire dans son travail. Je crois que si tout le monde fait une liste à niveau européen entre les meilleurs entraîneurs d'Europe, il peut être dans beaucoup de listes comme un des meilleurs entraîneurs d'Europe, non? C'est toujours, pour moi, d'avoir des conversations sincères. Je ne crois pas que c'est le moment en pleine compétition toujours de parler de l'avenir, que je souhaite que cet avenir soit très important et soit très long à côté de lui. C'est d'avoir une conversation très sincère, dans les moments opportuns, de voir si tous les incentives individuels, que je crois que pour Roberto, pour comment il se trouve ici à Marseille, aussi, il commence à parler français, non? Donc c'est un bon signal aussi sur comment il est content et sur sa adaptation ici et de comment il veut se projeter dans l'avenir. Mais toujours, non, dans le monde professionnel, c'est de voir si les incentives de tout le monde, de ce qu'on veut construire, sont tout le monde aligné. Et je souhaite, bien sûr que oui. Je chercherai de travailler comme président pour faire et nous aligner aussi avec l'ambition de Roberto, que c'est une ambition très importante. Et je souhaiterais personnellement travailler beaucoup de temps à côté de lui. Ouais. Bonjour Président, juste ici. Pas de souci. Xavier Codamine pour le Dauphiné Libéré et le Parisien aujourd'hui en France. J'avais deux petites questions, je vais les faire assez rapidement. La première, vous avez parlé tout à l'heure d'améliorer le club. Alors on sait que le bâtiment administratif va changer de place, va déménager au Prado, si je ne me trompe pas. Je veux savoir qu'en était-il du bâtiment sportif de la commanderie à l'heure où la plupart des top clubs européens déménagent et ont des centres d'entraînement ultra modernes. Voilà, où en était le projet, pardon. Et la deuxième question, elle concerne plus le côté institutionnel du club. Je voulais savoir et avoir éventuellement une clarification sur les rôles des légendes du club, que ce soit Ravanelli, Jean-Pierre Papin, Basile Boli. Voilà, est-ce qu'ils ont un rôle juste de visibilité ou non, ils ont un vrai rôle sportif? Voilà, merci beaucoup. Je commence pour infrastructure, non? Sur la question du administratif et le déménagement au Prado, c'est quelque chose que c'est prévu pour le mois de mars, fin février, début mars. Et je crois que c'est un signal très important au club. Non? On a investi pour pouvoir y aller avec les différents travaux parce qu'on considère que c'est important d'avoir un lieu de travail dans lequel tout le monde puisse travailler en coordination. Et les espaces aujourd'hui à la commanderie pour l'administratif ne sont pas à la hauteur de ce qu'il requiert en organisation moderne et un club qui veut se projeter toujours vers l'avenir. Donc c'était quelque chose de nécessaire qu'on a identifié et toutes les différentes équipes ils ont fait un travail extraordinaire. Ce n'est pas facile de trouver à Marseille un espace que ça permet de mettre ensemble plus de 200 collaborateurs. Et je crois qu'un bon travail s'était fait et surtout je crois que ça va permettre de travailler à tous les différents salariés du club dans de meilleures conditions, que c'est une situation importante. Commanderie et infrastructure sportive. Je crois que depuis longtemps, je mentionne qu'on a un problème avec les infrastructures importantes. Seulement, je ne parle pas de ce qu'on a. Je parle simplement des questions basiques comme le nombre de terrains qu'on a en disposition. Non? Et ça, c'est quelque chose que c'est évident, dans lequel, malheureusement, je le dis pour Titou, du centre de formation, il doit faire des bricolages. Parfois, pour chercher comment améliorer les niveaux des entraînements et les niveaux de performance. Et ça, c'est une responsabilité des clubs dans lesquels on est en train de travailler pour trouver des différentes options, de trouver des différentes situations. C'est quelques situations dans lesquelles on est obligé de travailler sur ça pour bien mettre les clubs aussi. Ce niveau d'exigence qu'on a, nous, comme club, on doit répondre à ce niveau d'exigence. Sur la commanderie, il y a des différents modèles. Ce n'est pas une décision qui est prise. Il y a des différents modèles, des différentes options qu'on analyse, qu'on travaille dans le quotidien. Mais c'est vrai que ça n'existe pas un modèle unique en Europe. Il y a des différentes options dans lesquelles aujourd'hui il n'y a pas aucun type de décision prise sur la commanderie. Ça
rentre dans la globalité de comment tu veux projeter ton projet d'infrastructure sportive. C'est vrai qu'on est ouvert à tout, spécialement, et je mets un exemple simple. Bayern Munich continue à travailler sur Savernarstrasse, non? Donc, c'est un centre sportif dédié à l'équipe première, un peu boutique, non? Dans lequel je dois dire que l'endroit de travail de la commanderie, et tout le monde, joueurs, staff, etc., le dit, c'est un endroit de travail que c'est magnifique. Et à Marseille, c'est bon, sincèrement. Moi, quand je suis arrivé au club, c'est une situation que je dis, bon, c'est plus beau que Paterna, non, à Valencia, avec ma expérience. Donc, c'est mettre ensemble toutes les différentes questions dans lesquelles la décision finale, il n'y a pas une décision finale, spécialement parce qu'il y a beaucoup de situations à mettre en commun. Ça serait fait de donner à l'équipe première les meilleures conditions de travail et que tout ça puisse se faire en coordination totale entre les différents besoins du centre de formation féminine et équipe première. Encore, pardon que je ne peux pas donner une réponse très claire, c'est un peu comme la tête fonctionne dans ce moment. Sur la deuxième question, que c'était autour des légendes. Un club, toujours, il doit respecter sa histoire. Mais au même moment, c'est la responsabilité des managers de savoir comment mettre les personnes dans les bons endroits et tirer le maximum de chacun des personnes avec un projet sportif où chacun il doit avoir sa place. Sur la situation actuelle, il n'y a aucun légende qui occupe un poste de responsabilité sur les sportifs. Je ne sais pas si on peut considérer Mehdi une légende du club pour avoir passé pour les centres de formation. Question. Oui, comme exemple de ce qui ne fonctionnait pas au club avec les centres de formation, non. Simplement ça. Je crois que, sincèrement, s'il y a des anciens joueurs, légendes, on l'appelle comme on veut, qui sont compétents et qui sont au niveau d'exigence et au niveau d'organisation qu'on veut, je crois que ça te donne du sens d'identification. Et on a cherché, Jean-Pierre, il a la position d'entraîneur de l'équipe, de la deuxième équipe, on a décidé de changer, c'est la vie d'une organisation, c'est la vie d'un club. Et aujourd'hui, il joue un rôle différent dans lequel on est très content, vous le voyez ici au stade, il fait un bon travail sur ses développements commerciaux, de nous aider aussi sur la partie commerciale avec ce qu'il signifie, parce que finalement, Jean-Pierre Papin pour l'Olympique de Marseille signifie beaucoup. Avoir ce sens d'identification, c'est quelque chose d'important au club. Mais c'est toujours une décision de manager, non? Où tu mets les personnes où il peut donner le maximum possible pour le club. Bonjour, Michel Garrocio, journal de la Marseillaise. Moi, je vais rebondir, là, vous avez parlé du centre de formation. On voit que cette année, les jeunes semblent un peu plus sollicités. On les voit régulièrement avoir du temps de jeu avec les pros. Ils ont réussi à se distinguer en Youth League. Donc, est-ce que pour vous, c'est un signal que le centre de formation doit aussi bénéficier d'un apport en moyens pour permettre de jouer son rôle d'alimenter l'équipe pro? Naturellement, c'est un signe important, un signe pour moi d'évolution, de progression, non? Dans lequel on est très content. Et parfois, on ne le dit pas assez, non? C'est une situation aussi du courage et aussi d'avoir une même vision, non? Je vais être un peu provocatif, non? Je crois que si après le match contre Newcastle, le résultat n'était pas cel qui était, Roberto De Zerbi il passe ici comme je ne sais pas quoi pour avoir mis Bacola titulaire ce match. Comme j'ai dit, après avec les journaux du lendemain, c'est toujours très facile, avec la radio, avec les différents sites, d'analyser, non? Mais je crois que c'est de travailler avec cohérence et tout le monde en unité. Je crois qu'il y a une évolution importante. Je suis très content du travail que fait Titou, aussi de l'implication qu'il a Mehdi sur les centres de formation, que c'est un signal important.
Ça ne se dit pas assez, surtout parce que j'ai discuté avec lui ce matin, il me rappelait d'une conversation qu'il a eue avec un gamin du 2010. Okay. Ce n'est pas le type de conversation habituelle que tu as avec ton directeur de football. Tout a des conséquences. Si tu mets ton implication aussi à travailler avec les jeunes, finalement, ça se reproduit avec l'équipe première. Et toujours avec l'équipe première, la chose la plus difficile, c'est avoir le courage de les mettre sur le terrain. Et on veut continuer sur cette direction. On veut continuer à améliorer la situation du centre de formation. On veut avoir plus de talents. On veut retenir les talents locaux d'une façon différente et beaucoup plus grande. Ça me fait, par exemple, je vous parle ouvertement, les jours que Konaté il a débuté avec Leipzig, j'ai mal au cœur. Et c'est une situation que tu ne peux pas te permettre comme club de voir que Leipzig, il a un joueur qu'il a passé par le club et qu'il fait la première présence avec 16 ans ou 15 ans, quelque chose. Ça, ce sont les types de situations qu'on ne peut pas se permettre. Et c'est aussi vrai que tu dois avoir le courage, le projet, la conviction de chercher de donner des opportunités. C'est en évolution, oui, et on est content. C'est un procès de stabilisation, oui, parce qu'un jeune il doit s'établir dans l'équipe première et parfois ce n'est pas facile. Ici, pour la pression, le niveau d'exigence que ça existe, c'est peut-être encore plus difficile que dans les autres clubs qui sont plus de tradition. Mais c'est aussi la philosophie, la façon dans laquelle on cherche de travailler dans le quotidien. Et encore avec des situations à améliorer, parce que si on voit les minutages des joueurs qui viennent des centres de formation, formés au club, etc., c'est quelque chose qu'encore on doit améliorer, mais qu'on doit insister, qu'on doit avoir la conviction tous les jours de faire que ça soit un objectif et que ce n'est pas quelque chose du moment ponctuel actuel dans lequel tu viens avec une bonne génération, avec de très bons joueurs, non, comme Tach, comme Bacola, comme Robinho Vaz, il arrive la saison dernière, mais que déjà il y a un travail d'évolution de l'année. Non? Ce que je peux voir de ma position, c'est qu'il y a un niveau d'implication de toute la direction sportive très important. Et il y a un travail de base avec, c'est pas le type de conversation que tu as normalement ou que j'ai habituellement dans le passé du club, dans lequel tu discutes hier, par exemple, avec les plans d'individualisation de tous les différents joueurs et à quel point on est avec des joueurs de 2008, avec ton directeur de centre de formation. Ça veut dire beaucoup. Et je crois qu'un réflexe de tout ça, c'est aussi le résultat en Youth League, non? J'avais dit à Titou, l'objectif c'est d'améliorer ce qu'on avait fait dans le passé. Je crois qu'il y a une bonne évolution sur la Youth League, où j'ai dit, non? Les résultats, ce n'est pas la chose la plus importante avec les jeunes. Parce que tu dois construire individuellement des joueurs qui t'arrivent dans l'équipe première et tu ne dois pas construire des équipes. Ça, tu dois travailler en vertical et pas en horizontal, non? Sur un centre de formation. Mais tu vois que le résultat, c'est une conséquence dans ce cas pour voir une évolution dans une compétition que malheureusement, le tirage, ce n'est pas le plus simple parce que tu dois jouer contre Real Madrid, Ajax et Sporting Lisbonne, qui quand même sont 3 des meilleurs centres de formation en Europe. Et après, tu vois une évolution en faisant un match où tu n'as pas mérité les matchs nuls parce que tu étais supérieur contre Atalanta, contre Newcastle, tu as fait un bon match, Union Saint-Gillois, tu as fait un bon match. Mais je crois que ça te part toujours de la volonté du club. Non? Il y a peut-être la saison 22-23, tu allais seulement avoir un match de Youth League. Cette saison, j'ai cherché d'aller à faire des mesures et dans la possibilité d'agenda aller à tous les matchs. Non? Je crois que c'est une des situations dans lesquelles tous les joueurs et tout le monde qui travaille au quotidien, il doit avoir l'implication du club qui dans ce moment est maximale. Bonjour Président, je suis ici, Driss Ben Abderrahmane pour Fossa FM. Je voudrais aborder le sujet de nos joueurs prêtés, notamment avec les jeunes Daou et Alexis Koum, savoir si c'est des joueurs que vous suivez régulièrement et êtes-vous satisfait de leurs prestations et de leur temps de jeu en club?
Dans ce moment, on a cherché de se restructurer pour donner plus d'importance à tous les joueurs qui sont dehors du club. Non? Ça, c'est la décision qu'on avait prise avec l'arrivée de Federico, qu'il puisse s'occuper de cette transition entre les centres de formation et le monde professionnel. Naturellement que toute l'évolution qu'on a des différents joueurs, c'est quelque chose que pour nous c'est important, on suit parce que finalement ce sont des joueurs qui ont de la valeur. Je crois, particulièrement dans mon cas, je dois être clair que je n'ai pas suivi l'évolution pendant cette saison, mais c'est vrai qu'on s'est structuré pour avoir un suivi individuel de tous les différents joueurs qui sont dehors du club. Il va y avoir des nouvelles les prochains mois pour améliorer cette transition entre les centres de formation et l'équipe première en augmentant le niveau compétitif des différents joueurs qui puissent avoir besoin de cette pas vers le monde professionnel. C'est vrai qu'on doit travailler vers une individualisation et un suivi très important de tous les joueurs qu'on croit qu'il peut avoir une évolution avec son niveau. Non? Pas seulement pour un intérêt financier ou qu'il arrive dans une équipe première, aussi pour permettre à tous les joueurs d'augmenter son niveau et de les aider dans ce pas vers le monde professionnel. La transition vers le monde professionnel, ça peut être fait dans différentes circonstances. Un, c'est le cas que tu arrives du centre de formation, tu t'établis dans l'équipe première. Mais il y a des autres joueurs qui ont besoin d'un temps de maturation que c'est différent, dans lesquels tu dois permettre aussi qu'un club de les donner des différentes possibilités pour chercher d'arriver au maximum de son niveau de formation et aussi dans la transition que c'est un pas très important. Et c'est pour ça que maintenant on a cherché de changer la structure en mettant une personne en plus comme Federico pour prendre soin de ce type de travail. On arrive à plus de 45 minutes de conférence, il y a encore 2 questions, ici et ici. Bonjour Président, Jimmy pour BFM Marseille et RMC. J'avais une question concernant le stade Vélodrome. On parle d'un bail qui pourrait vous lier avec la mairie, notamment sur 15 ans. Qu'est-ce que ça va changer pour vous, pour le club? Déjà, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez le confirmer? Et qu'est-ce que ça va changer pour vous, pour le club? Est-ce qu'on peut envisager des travaux ici dans le stade pour améliorer l'expérience du supporter ou même l'installation d'un musée au sein du stade? Et concernant toujours le stade Vélodrome, est-ce que le naming avec Orange va continuer dans les prochains mois ou est-ce qu'il va disparaître? Je la prends en général. C'est public et c'est dans l'agenda du jour aujourd'hui pour les conseils municipaux. Et cette possibilité d'avoir un bail de 15 ans pour les loyers du stade. C'est une situation importante, non, pour trouver une stabilité, trouver un équilibre entre ville et club. Je crois que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, pas seulement club, aussi pour les différents supporters d'avoir ce type de stabilité dans un contrat. Ce qui te permet de faire ce type de duration du contrat, c'est de pouvoir avoir une orientation beaucoup plus grande, avec un horizon temporaire important, pour pouvoir faire les différents types de travaux, d'investissements qu'on a besoin d'avoir au stade. Je l'ai fait simple. Il n'y a pas eu beaucoup d'amélioration dans l'expérience du stade depuis l'ouverture du stade en 2015. C'est normal qu'après 10 ans, le stade il doit évoluer. Non? Et en plus, je l'ai dit très ouvertement, non? C'est un stade que ce n'est pas pensé avec une optimisation totale de tous les différents revenus commerciaux. Et nous, comme club, maintenant, on doit chercher de travailler. Mais ça, je considère qu'avec un horizon temporaire plus long, c'est une bonne nouvelle pour le club, surtout parce que tu peux te projeter vers comment faire les travaux, comment les structurer, avec l'objectif fondamental d'améliorer l'expérience dans ton stade, dans tous les sens, de food and beverage, de ce qu'on mange au stade, de comment on arrive au stade, de comment tu travailles avec les périmètres de sécurité autour du stade, que c'est un sujet aussi important et que je crois que tout le monde, entre nous, on est conscient. Si on doit parler de vision du club, ce n'est pas seulement stade, non? Je crois qu'on est
tous obligés, que c'est du bien commun, hein, des supporters, des citoyens, du club aussi, de trouver une logique de comment tu peux travailler dans tous les périmètres autour du stade, que c'est une des situations maintenant avec lesquelles on doit penser la vision du club autour de tout ça, parce que c'est de s'adapter aussi aux moyens de comment fonctionnent les clubs européens qui sont en stade en centre-ville. C'est un avantage grand, oui et non, non. Toujours tu dois trouver un équilibre. Et c'est une situation dans laquelle je crois qu'on est tous fiers de pouvoir avoir le stade Vélodrome en centre-ville et être un symbole aussi de la ville. Mais c'est de voir comment faire la chose que ça permet d'avoir une visibilité commerciale d'expérience et aussi dans le quotidien, que ça permette à tout le monde d'avoir de meilleures conditions, spécialement dans l'utilisation quotidienne de tout l'espace autour du Vélodrome. Je ne lierai pas seulement la question du musée à une question de 15 ans dans le stade, non? Spécialement parce que tu dois penser, ok, un musée qui est le meilleur endroit où tu peux positionner un musée. C'est ton propre stade. Oui, non. Est-ce qu'on a les espaces suffisants pour créer un musée de haute qualité? Je crois qu'un musée, c'est lié beaucoup à créer aussi des espaces, que ça permet d'avoir une rotation de ce que tu offres à tout le monde, non? Parce que sinon, les musées, c'est un one-shot que tu utilises une fois avec les tours du stade, et c'est la dernière fois que tu le fais, non? Je crois que c'est plus intérêt de comment faire vivre tout l'espace Vélodrome autour du Vélodrome, non? Et en pensant de comment les gens ils peuvent se sentir identifié avec l'utilisation d'un espace dans la ville qui s'est attiré par cet stade qui, sincèrement, c'est magnifique et qu'on doit et on est obligé comme club d'utiliser beaucoup mieux. Sur la question du naming rights, je crois qu'Alessandro il a bien répondu la semaine dernière en interview. Le contrat arrive en finalisation avec Orange en 2026. Naturellement que tu es obligé comme club de comprendre les marchés avec des différentes conversations, inclus avec Orange, pour voir les possibilités de continuer, c'est logique. Mais c'est vrai qu'avec une finalisation du contrat en 2026, tu es obligé de sortir au marché, de voir les différentes possibilités. Bonjour Président, Stéphanie Friedman pour M-Provence et SportMed TV. Je voulais savoir quelles étaient les relations du club avec les groupes de supporters aujourd'hui. Et ma deuxième question, c'était un premier bilan de la saison des filles en D1. On a parlé groupe de supporters. On a précisément un rendez-vous demain pour faire un bilan, non? C'est une situation que c'est normal. On a commencé avec les débuts de saison, avec des différentes situations sur les sujets spécifiques. C'est vrai que, bon, pour souhaiter des bons fêtes, analyser un peu la situation et avoir une discussion ouverte. Mais je crois que la relation dans ce moment, je l'ai dit avec le cœur, non, est très bon. Et je crois qu'on a besoin que tout le monde, comme j'ai dit à l'intérieur du club, des acteurs importants aussi qui sont nos supporters, chercher d'expliquer les choses, chercher d'analyser les choses, chercher d'avoir une discussion ouverte, toujours dans l'équilibre, non, et dans la position de chacun, est important. Et important aussi d'avoir un dialogue, d'avoir une situation ouverte et de ramener tout le monde vers la même direction et chercher de, pourquoi pas, non, expliquer pourquoi on fait les choses, où les clubs il va, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est une situation normale, moi. Au sein de moi, que je suis supporter, c'est quelque chose que j'apprécierais bien avoir l'explication du club des dirigeants. Non? Et comme j'ai dit toujours, je crois que la position toujours d'un dirigeant, c'est que tu reçois un cadeau, que c'est la passion de tes gens. Et que ta responsabilité, c'est de la protéger et de faire avec ces cadeaux la meilleure des choses possibles pour le bien du club. Non? Donc, dans cet équilibre, chercher que tout le monde il comprend les choses et de ramener tout le monde vers une même direction, c'est important. Féminine, et que c'est un point. Bon, j'étais pas content de commencer un match 10 minutes en retard. Mais il y a un équilibre pour tout dans la vie, non? Donc, entre les utiliser
vous savez bien ma opinion là-bas, non? Utilisez pas, tu dois respecter toujours ta identité, ton ADN, ce que ça signifie. Et si on peut dire aussi la façon de faire de chaque club, attention, je comprends. Mais de là-bas, commencer 10 minutes en retard en match, il y a un équilibre. Avec la malchance qu'il avait tellement d'humidité. Normalement, ça t'arrive toujours ensemble. Question féminine. C'est une situation à être attentif dans l'évolution. Non? C'est une situation dans laquelle il y a des différents changements pendant la saison. Dans un début de la saison avec changement d'entraîneur en cours de compétition après la pré-saison, avec une période d'intérim et avec un changement que ça doit nous stabiliser, ça doit donner de la continuité. Non? Et aussi avec la façon de structurer l'ordre et le fonctionnement dans une section qu'on a voulu professionnaliser et qu'on a mis beaucoup de structures pendant les derniers mois. Non? Dans ce moment, le point numéro 1, c'est de trouver un équilibre entre toutes les différentes personnes pour tous les différents changements et des renforcements qu'on a donnés à la section, non? Avec l'indépendance de la section pour que ça aide à professionnaliser la section en incluant un directeur sportif, un directeur du centre de formation, avec Corinne qui est arrivée, ça va nous donner des choses positives et on est satisfait du travail de Corinne pendant les premiers mois. Ça, c'est une question plutôt vers Stefano dans le quotidien, dans lequel je cherche de donner une direction et je cherche d'être une personne d'aide. Non? Parfois, mon emploi de temps, malheureusement, j'aimerais pouvoir beaucoup plus dédier, mais sincèrement, la journée là seulement 24 heures. Ce que je peux faire voir, c'est l'évolution. Moi, je suis confiant, non? Et je cherche de l'analyser. Avec l'évolution de la section, spécialement, on a la possibilité de jouer dans un stade avec une présence. Moi, j'étais particulièrement content les jours que l'équipe masculine a joué vendredi contre Nice et voir le niveau d'affluence au stade à Martigues dans les matchs contre Lens. C'est une situation que ça m'a plu beaucoup, non? Et ça fait voir les fruits du travail des gens, avec le lancement des marques, les Marseillais. Chercher d'avoir ton public, parce que je n'aime pas que la section féminine soit un appendix du masculin et que toujours doit fonctionner comme quelques situations politiques. Je crois vraiment dans le développement du football féminin, avec sa indépendance, avec son propre public et en prenant toutes les synergies avec tous les supporters du club, parce que finalement on fait tous partie de la même famille que c'est l'Olympique de Marseille. Essayer d'utiliser toutes les différentes synergies avec un public plus intéressé. On voit que la population dans le football masculin, le football féminin, il y a une évolution parfois différente avec des publics différents. C'est de te créer ton propre public, que c'est normal. Rajouter tout le monde qui est intéressé avec tous les parapluies, non, de la famille olympique de Marseille, que tout le monde, on peut voir qu'il y a une évolution et que tout le monde il est fier de ce qu'on fait ensemble. En tenant toujours un component d'identité très fort, parce que je crois que le football féminin a besoin d'une identité très forte et avec une stratégie propre. Au même moment, si on parle de sportif, je suis confiant. Non? Je suis confiant de l'évolution de la saison. C'est vrai que les derniers résultats n'ont pas été les plus positifs, on sait qu'on souhaitait. Mais au même moment, je vois une évolution importante, spécialement dans la professionnalisation et structuration. Et Stefano, je tiens à le dire aussi publiquement, est en train de faire un travail extraordinaire. Non? Merci beaucoup. Je vous invite à passer de l'autre côté pour partager un petit moment ensemble. Oh. Ouais, ça fait une heure là. Non, pas de limite de questions, pas de limite de temps. On continue. Si vous continuez, moi je continue. Attends, parce qu'il n'a pas encore posé. Oui, voilà. Bonjour, Président. Benjamin Courme, Football Club de Marseille. Une question sur Mason Greenwood. On a vu encore toutes ses qualités sur cette première partie de saison. Est-ce que c'est un joueur sur lequel vous voulez miser sur les saisons à venir, construire autour de lui un OM ambitieux? Et est-ce que vous pouvez faire un point au niveau de sa situation vis-à-vis de Manchester United,
si vous détenez désormais 60% des droits du joueur, avec une possibilité d'augmenter encore cette part? Sur la situation contractuelle, Olympique de Marseille a aujourd'hui 60% des droits économiques des joueurs, naturellement 100% des droits sportifs, avec une possibilité avec qualification en prochaine qualification en Ligue des Champions, d'augmenter de 5%. Comme ça, je suis clair, parce que parfois, cette information est un peu floue. 60% avec une possibilité de rajouter 5% additionnel pour arriver jusqu'à une totalité de 65%. Dans ce cas, on est très content de l'évolution de Mason, non? Très content. Je crois que c'est un travail dans le quotidien de tout le monde sportif, spécialement dans son évolution, dans son jeu. On connaît les talents, non? Mais le travail que fait Roberto De Zerbi avec lui, c'est un travail extraordinaire. Et je tiens à dire aussi la prédisposition de Mason, dans laquelle il cherche toujours d'améliorer son niveau et d'augmenter, on peut dire, comment il vit le football dans une façon collective. Et c'est, je crois, l'évolution de Mason qu'il a plus évolué. Moi, je suis content quand il fait but, mais chaque fois que je vois qu'il va au pressing et qu'il cherche à récupérer un ballon et tout ça, ça me rend un double plaisir avec lui. Parce que je vois qu'il est en train d'évoluer. C'est une situation que tout le monde lui avait demandé et on voit que les marches de progression avec lui, on ne discute pas son talent, mais c'est comment il cherche d'être un joueur meilleur chaque journée. Je suis particulièrement content avec cette évolution. Et avec une situation dans laquelle on est conscient d'avoir un joueur important, très important même, de se mettre au service du collectif avec une amélioration importante et naturellement d'avoir une continuité avec lui, que c'est souhaitable de la partie du club. Non? On sait que difficilement dans le football d'aujourd'hui, il y a des joueurs déterminants. Mais pour avoir des joueurs déterminants, il doit y avoir aussi un collectif, parce que le football se joue, je sache encore, à 11, non? Ce n'est pas un sport individuel. Et c'est de comment mettre dans les meilleures conditions possibles un joueur que tout le monde est conscient dans le quotidien qu'il est différent, avec un talent extraordinaire, non? Je crois que dans ce moment, c'est l'évolution individuelle et l'évolution collective qui lui porte à ce niveau dans lequel on est content, on sait qu'on a un très bon joueur et sur les ambitions du club et la continuité du club, on est très content de pouvoir avoir et continuer à travailler avec Mason, non? Pablo, tu l'as dit tout à l'heure, tu es un ancien directeur du football qui est devenu président. Depuis 2 ans, tu travailles avec un directeur du football, Mehdi Benatia. Est-ce que tu peux nous expliquer comment votre relation de travail a évolué et comment est-ce que vous répartissez le travail au quotidien avec notamment ce mercato qui approche? Je crois qu'on est des personnes complètement complémentaires. Difficilement, je vais le dire non, difficilement tu peux trouver des directeurs dans ce moment dans le football avec les qualités de Mehdi. Et je crois que pour nous, c'est très important de travailler dans ces coordinations que tu mentionnes, spécialement parce qu'on a des caractères très différents, je crois que tout le monde se rend compte. Mais je crois que si on est capable tous les jours d'alimenter cette symbiose, pas seulement avec Mehdi, parce que je crois que la symbiose entre les coachs, ton directeur de football et le président, c'est un des signaux très importants ici au club. Je crois que c'est une coordination à tirer les meilleurs de chacun d'entre nous, dans lequel Mehdi, il est un des meilleurs en Europe sur la partie technique, sans aucun type de doute. Je ne pense pas qu'il y ait un meilleur directeur de football pour l'Olympique de Marseille. On peut discuter s'il y a quelqu'un mieux que Mehdi à sélectionner un joueur et un autre.
moi je peux le dire, il n'y a pas, c'est le meilleur directeur de football fait pour travailler ici à l'Olympique de Marseille, avec toutes les particularités pour le bon et pour le mauvais. On les connaît tout le monde, moi aussi. Et je crois que la complémentarité qu'on a entre tous les deux est très importante. Non? Dans ce moment, je cherche d'avoir une vision beaucoup plus stratégique dans la totalité du club et de chercher de donner toujours une stratégie ou de chercher de mettre comment on le fait d'accord à notre budget. On a discuté de le mercato d'hiver, de chercher de mettre un peu les objectifs généraux du club. Et au même moment, me dit d'être très concentré sur ce qui se passe dans le terrain et dans lequel, si je peux me permettre, la dédication qu'il a dans le quotidien avec la relation avec les joueurs, la relation avec les coachs, la relation entre tous les différents parties prenantes qui influent sur la performance sportive de l'équipe est très important avec une dédication du temps et du cœur. Surtout les énergies, le cœur qu'ils mettent, qui est très important. Non? Donc, cette complémentarité, je crois que c'est un des bas pour l'évolution, un des fondants, un des basics, un des bases pour ce qu'on veut construire ensemble. Non? Et de chercher de travailler avec un niveau d'alignement total entre coach, directeur de football et président. Je crois que depuis la saison dernière, c'est une des choses qu'on s'est fixé comme objectif. Quand il y a 3 personnalités fortes, ce n'est pas la chose la plus simple parfois, non? Et ça existe dans tous les clubs de football. Si on est tous les 3 capables d'avoir le niveau d'alignement qu'on a construit depuis mai, c'est une situation que c'est très importante pour le club. Dans laquelle on a amélioré beaucoup et dans laquelle on dit on s'est fixé la règle de chaque 3-4 semaines de chercher d'aller à dîner et pas parler de football et parler de la vie. C'est important, travailler avec des personnes avec lesquelles tu t'entends très bien et que tout le monde on peut être complémentaire. Président, là, toujours au fond. Dans le bilan que vous avez fait de cette première partie de saison, donc vous avez dit qu'il restait un match à gagner dimanche en Coupe de France. Vous avez parlé aussi de la difficulté d'être sur tous les tableaux, notamment au moment du mois de novembre, octobre-novembre, il y a eu ces enchaînements qui sont un petit peu compliqués. L'OM n'a pas gagné de trophée depuis 2012. Il y a peut-être la possibilité d'en gagner un dès le mois de janvier, mais est-ce qu'il est vraiment envisageable en termes d'objectifs pour vous? Est-ce que vous vous positionnez véritablement? On a ce serpent de mer, comme on dit à Marseille, la Coupe de France depuis 1989, on n'arrive pas à la gagner. Alors bien entendu, les dirigeants ne sont pas sur le terrain, mais la volonté véritable de cet Olympique de Marseille 25-26, est-ce que c'est d'aller chercher, pas coûte que coûte, mais un trophée et cette Coupe de France surtout? C'est ce que les supporters attendent. Hein. C'est toujours une question compliquée, non? Et je crois que je vais faire une réflexion générale, non? Je crois que comme club, et nous, à niveau des projets, on doit sortir du drame. Et je le dis très clairement. Mais attention, ce n'est pas une critique à vous, tout le contraire, non? Chacun est libre de dire les choses. Mais si on passe pour l'Olympique de Marseille, à pas motivation, à pas gérer le moment final quand tu peux te mettre premier au classement parce que tu as reçu un but contre Angers à la 6e et après contre Toulouse en touche. Que bon, ça n'arrive pas souvent de recevoir des buts dans un touche, dans un moment important à niveau psychologique de la saison. Mais quand on gagne à Union Saint-Gilloise, on gagne à Monaco, c'est un miracle. Pardon, je ne cherche pas d'individualiser, mais que c'est bon, il doit demander pardon à tout le monde pour avoir gagné ce match. Il doit trouver un équilibre. Donc, et pour arriver à gagner des trophées, tu dois avoir un équilibre. Parce que sincèrement, une des choses dans lesquelles on doit améliorer tout le monde,
mais tout le monde on va dans la même direction. Et après, je crois que c'est important que tout le monde, on cherche d'avoir de la patience. C'est important d'avoir de la vision dans la vie, mais c'est important de savoir gérer les temps de ta ambition. Parce que sinon, ça crée de la frustration. On doit apprendre à souffrir, on doit apprendre à gérer la pression, on doit apprendre qu'il y a des différents pas qu'on doit faire si on veut être en équipe stable. Tous ces différents pas, tu les gagnes en jouant beaucoup la Ligue des Champions. Malheureusement, dans le football actuel, plus tu gagnes la Ligue des Champions, plus tu gagnes. Plus tu arrives à jouer la Ligue des Champions, plus tu as des revenus, plus tu as des joueurs d'un certain niveau, plus tu as de l'expérience et tu as acquis de la maturité. Historiquement, et je parle ouvertement, ça nous a fait beaucoup de mal, la différence qu'il y a entre les expectatives ici et ta réalité. Et c'est important d'avoir de l'ambition, d'avoir des expectatives, et c'est fruit de l'identité, de l'histoire, de ce que tu signifies comme club. Tu es un club très populaire. Mais c'est notre responsabilité aussi que ton niveau actuel, et c'est pour ça qu'on travaille dans le quotidien, cherche à améliorer. C'est pour ça qu'on change de joueurs, ce n'est pas une autre chose. Tu cherches de changer parfois des joueurs pour augmenter ta réalité. Tu cherches de travailler dans le quotidien pour chercher d'augmenter ta réalité et que cette sonnerie soit la mineure possible. Parce que comme ça, le club il va fonctionner beaucoup mieux. Dans les moments que tu as stabilité, tu augmentes ton niveau, tu es plus mature quand tu dois jouer les différentes compétitions, tu acceptes de gérer les moments négatifs. Les moments négatifs, ce n'est pas le contraire d'arriver au succès absolu où tu veux arriver. Ça fait en partie de ton parcours. Mais ce n'est pas que tu es le pire du monde les jours après que tu prends le but d'Hidalgo de la tête. Ce n'est pas que tu es le meilleur au monde les jours que tu as gagné 4-0 ou 2-1 contre Newcastle. Tu dois trouver cet équilibre. Tu dois te projeter en sachant qu'il y a une évolution. Parce qu'il y a une évolution. Ce n'est pas facile de jouer des compétitions jusqu'à ce moment. Maintenant, troisième compétition que c'est la Coupe, possibilité de jouer en finale. Tout le monde veut gagner des trophées ici. Mais tu as besoin de les gagner avec une base. Après, chercher de gagner un trophée dans un finale contre Paris Saint-Germain, on est tous conscients que c'est un match compliqué, c'est un final compliqué. Chercher de gagner une coupe, oui, on serait très content. Ça va te dépendre de ta maturité quand tu dois être compétitif, potentiellement à jouer la compétition en étant en vie avec tes objectifs de deux autres compétitions. Tu dépends beaucoup du tirage, tu dépends de beaucoup de facteurs, mais tu dois être stable, tu dois être mature, tu dois chercher d'avoir une évolution avec ton niveau, avec avoir un effectif qui est complémentaire, qui est compétitif, un effectif qui est beaucoup plus profond de ce qu'on avait la saison dernière. Chercher d'avoir les bases, et après, c'est à tout le monde de faire le travail et de chercher de plus compétitif possible. Si je dois le dire, toi comme Olympique de Marseille, c'est de chercher de donner le maximum possible dans chaque compétition. Un championnat te positionne la régularité, et finalement, ce sont 34 journées et tu finis la saison où tu mérites. Ligue des Champions, ce format, c'est ta maturité, les moments que tu veux assumer, affronter la compétition dans lequel on n'est pas 100% prêt. Spécialement, on voit qu'on souffre encore cette pression de jouer la Ligue des Champions à Marseille. J'ai parlé avec les coachs, non, ça c'est quelque chose que ça te conditionne toujours. J'ai parlé avec la Provence dans l'interview que j'avais fait en septembre, dans laquelle j'avais dit, je me rappelle, et j'ai parlé aussi avec Roberto en privé, quand on avait perdu à Francfort, et après on jouait à Strasbourg, la saison 2022-2023. On a perdu à Francfort et on reçoit un but la dernière minute à Strasbourg. Ça ressemblait à la fin du monde.
pardon, moi, c'est déjà l'expérience de 6 saisons ici à Marseille. Si vous prenez aujourd'hui les classements avant Strasbourg, comment c'est passé après Strasbourg, je vais utiliser les mêmes mots que j'ai utilisés avec les coachs. On est des fous. Et ça, c'est la belle chose de Marseille, aussi, cette passion. Mais on doit prendre tout le monde un peu de recul et de chercher pour nous d'avoir cette maturité, cette stabilité quand on analyse les différentes circonstances. On termine, ouais, merci pour le temps additionnel, mais il y a de plus en plus de temps additionnel dans le football d'aujourd'hui. 2 thèmes rapidement, Pablo, et n'hésitez pas à faire des réponses plus courtes, c'est pas forcément gênant. La question du Vélodrome, je voulais juste savoir, on voit qu'il y a de plus en plus de clubs qui sont désormais propriétaires de leur stade. Lens vient d'acheter le sien. Est-ce qu'il y a encore une volonté de l'OM d'acheter le stade Vélodrome ou pas? Dans les moments que tu négocies, il y a des différents modèles, non? Et je crois qu'on a déjà discuté publiquement de ça dans une autre conférence de presse. Il y a des différents modèles, non? Et ça dépend beaucoup aussi du prix, mais aussi des différentes situations avec la PPP qui existe, avec une situation contractuelle dans laquelle il y a une situation à résoudre en 2045 avec les contrats actuels. Non? Donc c'est un discours beaucoup plus grand qu'une autre chose. Moi, je crois que si tu as une stabilité sur la durée avec ton loyer du stade dans lequel tu peux te projeter, c'est une situation quand même que c'est équivalent. Après, il y a des autres répercussions, comme te mettre dans ton bilan, balance sheet, sur avoir un asset que c'est stade, non, que c'est un OPEX, que c'est un coût d'investissement. Il y a beaucoup d'implications pour ce que ça signifie la dynamique purement de fonctionnement quotidien pour les clubs. Avoir un contrat de longue durée, dans ce moment, c'est la meilleure solution pour les clubs, sincèrement. Il reste 3 questions, après il faut vraiment arrêter. Le président, il peut parler jusqu'à 18h de football. Président, vous avez dit en début de conférence de presse qu'il y aurait vraisemblablement un joueur offensif qui viendrait au mercato d'hiver. 2 questions à ce sujet. Est-ce qu'il va venir tôt, étant donné que Aubameyang ne sera pas là, que Traoré et Gouiri, on ne sait pas quand ils vont venir, et que donc il y a 8 matchs en janvier a priori. Ça va être très compliqué d'être compétitif peut-être offensivement. Est-ce qu'il va arriver plutôt le 2-3 janvier ou le 27? Et deuxièmement, le profil. On sait que mercato d'hiver, c'est très compliqué et encore plus pour un attaquant. Est-ce que vous envisagez de prendre un joueur qui est en fin de contrat dans 6 mois, style, je ne sais pas, Vlahovic ou Benzema, ou en Ligue 1, un joueur moins évidemment coté comme Abdelli ou Saïd? Merci. Pour retourner, bien fixer les différents concepts, non? Il n'y aura pas des joueurs qui vont arriver jusqu'à le moment qu'on n'a pas retourné sur l'équilibre financier qu'on s'est donné comme objectif depuis le début de la saison. Une fois, naturellement, on travaille pour ça et pour analyser quelles sont les différentes possibilités si on arrive à l'objectif économique donné. Je crois aujourd'hui qu'on a un effectif compétitif, comme on est aujourd'hui, de pouvoir arriver au but de tous les objectifs qu'on s'est donnés. Je crois qu'on a un effectif qui est très complet. Ça peut s'améliorer, tout dans la vie doit s'améliorer, on peut s'améliorer et on est dans l'obligation des dirigeants de penser tout le temps à comment les améliorer. Mais pour ça, il faut avoir de la discipline, avoir un certain type d'équilibre. Si la situation économique arrivera de pouvoir se permettre, déjà on a des différentes solutions à envisager. Dans ce moment, la priorité, ce n'est pas ça, donc on ne doit pas s'attendre à que ça soit une situation qui arrivera vite. Ça arrivera seulement comme conséquence d'avoir établi ou arrivé à des objectifs financiers qu'on s'est donnés. Oui, Pablo, je vais faire assez vite. On a beaucoup parlé du club, de l'effectif, etc.
J'avais une question pour vous. Ça va faire 5 ans que vous êtes président de l'Olympique de Marseille. En février 2021, vous avez été élu. Quelles sont vos perspectives à vous personnellement à la tête du club? Merci. Continuer à construire, non? L'État, que tout le monde il continue à avoir de la confiance, que les résultats te le permettent. Toujours je dis que finalement, tout le monde qui travaille dans cette industrie, tu es jugé par tes résultats, pas pour une autre chose, et sur la confiance. Donc, pour moi, c'est de continuer à construire, travailler comme si la durée c'était pour être ici les prochains 10 ans, 15 ans. Très content ici, sincèrement. Plus que content.